Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bonsoir chers téléspectateurs de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie et bienvenue à cette première production consacrée alors à l'un des plus grands sommets économiques dans le monde. Il s'agit bien sûr des BRICS 2023, ce qui correspond donc à la 15e édition de ce bloc économique. Un bloc économique justement au cœur, on va le dire ainsi, de moult accusations, au cœur également de contradictions venant du côté de l'OTAN ou encore du G7. Et donc, depuis donc cette matinée du 22 août 2023 et ce, jusqu'au 24 août prochain, plusieurs pays du monde et surtout de l'Afrique vont donc échanger sur deux points majeurs que vous aurez justement l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. Et donc, pour en parler, qui de mieux qu'un expert de la question économique, notamment africaine, mais surtout internationale? J'ai nommé Dr Dalvaris Ngudju. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Linda Dedi, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne Pan-African Media. C'est l'occasion pour moi de féliciter toute la jeune et dynamique équipe qui travaille pour cette chaîne et qui est dans le combat depuis de nombreuses années. Et de faire un coucou particulier au promoteur de cette chaîne, j'ai nommé Bachir Ladan, qui actuellement est en Afrique du Sud, qui continue de travailler extrêmement dur sur plusieurs fronts pour une Afrique réalisante et développée dans un avenir proche. Et pour moi, c'est un honneur que d'être sur votre plateau pour répondre à votre question. Le plaisir est également le nôtre. Et donc, nous vous prévenons, chers téléspectateurs, que nous ferons un décrochage du côté, bien sûr, de Johannesburg, où se trouve M. Bachir Ladan, qui va donc nous planter le décor, on va le dire, de ce sommet, 15e édition du JAR. Mais bien avant d'y aller avec vous, docteur Dalvaris Ngudju, nous sommes quand même au courant de ce qu'il y a deux grandes thématiques qui sont donc abordées depuis ce matin du côté de Johannesburg. La première concerne bien évidemment l'adhésion, c'est-à-dire l'élargissement des pays membres de ce bloc qui, jusqu'ici, n'est fait que de 5 grands pays, 5 grandes puissances, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et enfin l'Afrique du Sud. Et puis de l'autre côté également, il y a cette épineuse question de la monnaie qui rentre également avec la dédollarisation et c'est justement le mot qui blesse, qui choque, j'ai envie de dire qui donne carrément KO. Justement, Linda, premièrement, sur le premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nations se rendent compte que les puissances occidentales ont dominé le monde, mais ont beaucoup plus dominé le monde au détriment des populations les plus vulnérables, les plus pauvres. Et pendant un certain nombre d'années, il y avait un certain équilibre de force, je l'ai dit notamment pendant l'ère de l'Union soviétique. Mais après la chute du mur de Berlin et la perte, entre guillemets, de la guerre froide du bloc soviétique par rapport à la puissance occidentale symbolisée ou représentée particulièrement par les États-Unis, le monde était pratiquement dominé. Tout au long des années 90 jusqu'au début des années 2000, il y avait une grande domination et pratiquement destruction des nations qui étaient faibles de par le monde entier. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'opération Tempête du désert, l'opération Chaka du désert, l'opération Tempête dans les montagnes et toutes les opérations qui ont contribué à détruire et à s'aimer le chaos dans des États comme la Libye. Donc face à ce contexte-là, et voyant l'émergence et les opportunités qu'offrent aujourd'hui les BRICS, beaucoup de pays de par le monde entier, mais surtout les États du Sud, pensent que c'est important de pouvoir être au sein de ce club-là. C'est ce qui explique, selon moi, cet engouement que nous sommes en train de constater de par le monde entier pour entrer au sein des BRICS. Maintenant, au niveau de la monnaie, n'oublions pas que la domination occidentale, en réalité, a été soutenue par un certain nombre de leviers, notamment le levier monétaire, qui nous avons vu au début pratiquement des années 70, le dollar, le pétrodollar, peut-être qu'on va revenir dessus un peu plus loin. Nous avons vu le dollar, mais après le dollar, on a vu l'avenir au début des années 2000 de l'euro. Pour beaucoup de personnes se sont dit qu'en réalité, l'euro devrait être un concurrent du dollar, devait permettre un peu de diminuer la puissance du dollar. Mais c'est fort est de constater que, suite aux événements que l'on a vus, notamment dans la crise ukrainienne et d'autres crises de par le monde entier, on s'est rendu compte qu'en fait, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, ça contribue à la domination du monde par les Occidentaux,
Et il y a eu l'idée maintenant de la création d'une autre monnaie. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes s'estiment lésées par le fonctionnement de l'euro, mais particulièrement du dollar, qui aujourd'hui représente 40%, non 59% des réserves de devises de par le monde entier. Et c'est ce qui explique, selon moi, la volonté de beaucoup d'États de pouvoir être au sein des BRICS et de bénéficier éventuellement de la nouvelle monnaie qui pourrait être régulière ou créée dans un avenir proche. Alors parlons justement de cette monnaie. C'est justement, très souvent, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors parlons de cette monnaie. Nous avons souvenance effectivement que sur le continent africain, notamment dans une sous-région, celle ouest-africaine, il y en a qui ont pensé à mettre sur pied une monnaie qui devait avoir pour nom ECO. Mais bien avant cet épisode-là, il y a eu cet appel grandissant des peuples africains pour justement en finir avec le franc CFA, mais pour utiliser donc finalement quelle monnaie. Et donc quelques temps après, il y a justement la crypto-monnaie qui se ramène. Il y a les BRICS également qui proposent désormais une monnaie unique, qui propose au même titre de paiement par devise, une autre monnaie qui serait par exemple adossée sur de l'or. Alors, de l'autre côté, il y a le dollar, c'était les États-Unis. Il y a l'euro, c'était le continent européen. Il y a eu conflit finalement, c'est le dollar qui était toujours au-dessus. Et les Africains dans tout ça. Premièrement, pour mieux comprendre ceci, Linda dit, c'est important de rentrer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après 1945, après les différentes réunions, il y a eu les accords de Bretton Woods. Dans les accords de Bretton Woods, il était accepté pratiquement par la communauté internationale, entre guillemets, que le dollar pouvait être une monnaie d'échange de par le monde entier, juste que le dollar à l'époque était adossé sur de l'or. En d'autres termes, si vous avez du dollar, on pouvait changer le dollar pour avoir de l'or. Mais au début des années 1970, notamment en 1971, le président américain à l'époque a dû imposer parce que les Américains n'avaient plus assez de stock d'or pour pouvoir échanger le dollar et prendre de l'or, ou alors donner de l'or, prendre le dollar, ils ont dû imposer au monde entier que dorénavant, le dollar va juste être comme monnaie internationale. Il n'y a rien qui devait soutenir cela. Maintenant, pour soutenir bien leur forfaiture, ils sont partis rencontrer les Saoudiens avec qui ils ont eu des accords. Le premier accord, c'était que le pouvoir, la monarchie saoudienne devrait imposé de par le monde entier, puisque l'Arabie Saoudite était la première puissance exportatrice de pétrole à l'époque, que tout son pétrole ne pouvait être vendu qu'en dollars, d'où la naissance des pétrodollars. Et une dernière obligation, c'était que le surplus ou les bénéfices qui devaient sortir des ventes du pétrole des Saoudiens devaient être investis dans les obligations américaines. Cela a donné certain tonus au dollar de par le monde entier. Donc, la plupart des pays de par le monde entier avaient besoin de dollars pour effectuer leurs achats de par le monde entier. Et d'où la naissance de la puissance du dollar. Maintenant, tout en avançant, on s'est rendu compte que les Américains nourrissaient leur déficit budgétaire sans tenir compte de quoi que ce soit. Je prends seulement l'exemple pour cette année 2023. Le déficit budgétaire, quand on dit le déficit, c'est-à-dire ce qui manque au budget américain, c'est 1850 milliards de dollars. 1850 milliards de dollars qui ne reposent pratiquement sur rien, parce que les Américains ne font qu'imprimer du papier et de le diffuser de par le monde entier. Et dans les 1850 milliards de dollars américains, il y a eu plus de 800 milliards qui partent au service militaire américain. En d'autres termes, la plupart des 800 bases militaires américaines qui sont de par le monde entier sont financées par du papier imprimé par les Américains. Mais ce papier, pour eux, c'est rien, mais pour beaucoup de puissants, pour beaucoup de pays, même le Cameroun, c'est important. Car quand vous avez les dollars, cela donne une certaine valeur, alors qu'en réalité, cette valeur ne repose sur rien. Pour résumer, donc beaucoup de pays de par le monde entier donnent le fouet aux Américains de leur fouetter. Donc, en d'autres termes, la plupart des bases américaines que vous voyez de par le monde entier, c'est financé par le travail des autres pays. Et dans un contexte comme celui-ci-là, il y a eu beaucoup de péripéties. Mais on s'est dit à un moment que c'était important pour beaucoup d'États de pouvoir avoir leur monnaie. Je n'ai pas besoin de revenir sur le nazisme monétaire qui a été appliqué aux nations francophones, particulièrement de l'Afrique de l'Ouest. Et après les réunions à Abuja, notamment dans les années 60, il était question qu'on puisse créer en Afrique de l'Ouest une monnaie dont le nom c'était ECO. ECO, oui. Très bien. Mais il s'est avéré dans les années plus tard, notamment 2019, 2020, etc., qu'il fallait passer de la parole à l'acte. Et pour cela, un certain nombre d'États s'étaient entendus. Puisqu'il faut bien comprendre que le franc CFA, qui est l'une des monnaies qui a cours en Afrique de l'Ouest, est reposé seulement sur une seule
qu'une seule monnaie, notamment l'euro. Or, l'euro, c'est une monnaie qui est très forte, qui fait que les économies dans ces zones-là, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ne sont pas compétitives parce que le coût de production est extrêmement élevé. Il était question, avec les États de la CEDEAO, de pouvoir mettre en place une monnaie qui ne devait pas être adossée seulement sur l'euro, mais aussi sur d'autres monnaies, c'est-à-dire un panier de devises, notamment l'euro, mais aussi le dollar, le yuan, la rouble russe, la roupie, le rial brésilien, etc. etc. Mais une nation qui donne l'impression de défendre les intérêts de la France, notamment la Côte d'Ivoire, a pesé de son poids pour que cette volonté d'avoir une indépendance monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest puisse être vidée. C'est la raison pour laquelle, malgré tout ce qui avait été préparé, le président Ouattara, en collaboration avec le président français Macron, ont mis en place une forme d'euro, mais vidée de sa quintessence. Et une forme d'éco, pardon, vidée de sa quintessence, vidée de sa substance initiale, qui en réalité donne l'impression de n'être qu'un céphabis. Donc, pour dire que ça, c'est à peu près la chronologie historique du pourquoi, du comment et de l'importance pour les Africains de pouvoir avoir leur monnaie. Et l'importance pour ces Africains qui regardent aussi, qui lorgnent du côté des BRICS, disant que même s'ils ont les difficultés d'avoir une monnaie chez eux, pourquoi ne pas regarder les réalités qui se passent du côté des BRICS? Alors, puisque nous parlons des BRICS, 15e édition du côté de Johannesburg, c'est bien sûr en Afrique du Sud, nous l'annoncions en l'entame de cette production. Nous parlons BRICS sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Nous y allons donc retrouver Bachir Ladan depuis le quartier général pour cette 15e édition des BRICS à Johannesburg. Eh bien, bonsoir à vous, tous les spectateurs de Pan-African Media. Merci de nous retrouver ici à Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud, où se tient le 15e sommet des BRICS. Eh bien, vous l'avez compris, c'est un sommet très important pour non seulement les BRICS, mais aussi pour les autres nations du monde qui sont épris de paix et de liberté, mais surtout dans le but de casser l'hégémonie de certaines puissances occidentales. Alors, vous l'avez compris, ce sommet a plusieurs enjeux, au-delà du renforcement de la coopération entre les pays BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, au-delà du renforcement de leur coopération, il s'agit aussi de se rapprocher des autres nations, notamment africaines. Voilà le pourquoi le sommet se tient ici à Johannesburg, terre africaine. Alors, l'autre enjeu, c'est justement la question de l'intégration des autres nations. Il faut bien le dire, il y a plus d'une trentaine de demandes aujourd'hui sur la table des BRICS, des pays qui voudraient eux aussi faire partie de cette grande organisation mondiale qui vient ici casser le G7, casser la dynamique du Fonds monétaire international. Eh bien, les BRICS étudieront jusqu'au bout les différents dossiers, mais sachez que de ce que nous avons comme fuite d'informations, plusieurs pays seraient sur la bonne voie. Dernier grand enjeu, c'est justement la question de la dédollarisation de l'économie. Vous le savez, aujourd'hui, ou plutôt depuis quelques temps, les BRICS commercent entre eux avec leur monnaie nationale, ce qui facilite les différentes transactions, mettant de côté le dollar américain qui a toujours été jusqu'ici la monnaie dominante dans les échanges mondiaux. Eh bien, ceci est en train d'être travaillé. Alors, beaucoup d'Africains poseront certainement la question, puisqu'il y a des rumeurs annonçant déjà la monnaie des BRICS. Eh bien, gardez votre mal en patience. Nous en saurons davantage, certainement au cours de ce 15e sommet. Depuis Johannesburg, Mohamed Bachir Ladan pour Pan-African Media. Et très bon séjour du côté des BRICS. Nous comptons vous retrouver également demain pour la suite de cette actualité économique. Alors, de retour sur ce plateau avec vous, Dr Galvaris Ngudzu, il y a un thème pour cette édition, comme d'ailleurs toutes les éditions des différents sommets. Et donc, pour cette édition, on parle de BRICS et Afrique pour un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, également un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Alors, ces trois gros adjectifs, autant pour moi, il y a accéléré, il y a durable et inclusif. Oui. Ce sont des termes qui parlent assez fort. Est-ce à dire que les anciens partenariats étaient unidirectionnels et que le nouveau partenariat, du moins ce partenariat qui est de plus en plus prisé par les pays africains, est pluridirectionnel?
En réalité, c'est pluridirectionnel, Linda, parce que vous avez bien pu remarquer, dans le passé, le développement n'était pas inclusif. Quand on dit un développement inclusif, c'est qui inclut plusieurs personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui me développe seul à votre détriment. Et on s'est rendu compte qu'avec une collaboration, d'abord, au-delà d'une collaboration, nous avons d'abord été utilisés pendant plus de 500 ans d'esclavage, environ 100 ans de colonisation, et aujourd'hui, on est en train de vivre une néocolonisation. Donc, si on fait le bilan de notre rencontre, entre guillemets, avec le colon, d'une manière directe ou indirecte, au bout de 600, 700 ans, on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, 700 ans plus tard, nous n'avons pas d'électricité. Quand ils en ont chez eux, nous n'avons pas d'eau. Quand ils en ont chez eux, nous n'avons pas de nourriture. Quand ils nous obligent à cultiver ce qu'ils consomment. Je fais un clin d'œil au café, il y a bien d'autres produits que nous consommons en très petite quantité. Je dis, quand on est dans un contexte comme celui-là, on ne peut pas affirmer qu'on a eu un développement inclusif. Et cet exemple peut être appliqué dans beaucoup de domaines. Le domaine industriel, par exemple, dans beaucoup de domaines, ils se sont arrogés des ressources qui étaient de chez nous. Et je n'ai pas besoin de revenir sur ce que vous connaissez. Le chancelier allemand qui avait déclaré clairement qu'il n'est pas question que l'Afrique se développe ou s'industrialise. Pourquoi ils disaient qu'ils ont commis l'erreur que l'Asie s'industrialise? Ce n'était pas sage pour cette puissance de pouvoir permettre à l'Afrique de s'industrialiser. Dans un contexte comme celui-ci, est-ce qu'on peut affirmer que le développement a été inclusif avec d'autres personnes? Nous disons non. Or, dans le contexte que nous voyons actuellement avec les BRICS, c'est un contexte beaucoup plus multilatéral, où on n'oblige pas quelqu'un, on ne martyrise pas quelqu'un. Et pour cela, il y a des exemples concrets. Prenons l'exemple seulement au sein de la banque, la New Development Bank, qui est la banque des BRICS. Au sein de la banque des BRICS, nous avons 5 actionnaires qui, à la base, ont les capitaux identiques. C'est-à-dire que c'est différent du FMI. Vous avez au FMI, l'ensemble des États du BRICS, par exemple, n'ont pas 18% d'actions au FMI, la Banque mondiale. C'est-à-dire que les Américains, par exemple, ils ont le droit de veto. Et les Européens, ils ont le droit de veto, que ce soit au FMI ou à la Banque mondiale. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, si ce n'est pas au centre de leurs intérêts, ils mettent cela de côté. Oui. Alors qu'au sein des BRICS, il n'y a pas de cela. Il n'y a pas l'existence de droit de veto. Je veux dire, quand vous êtes à distance et que vous observez le système de fonctionnement... Aucun client n'est négligé au sein des BRICS. Exact. Or, quand vous regardez un contexte comme celui-là, vous êtes plus encouragé à aller vers ce type de personnes. Et de l'autre côté, quand on parle de développement accéléré, si on regarde la durée avec laquelle on a pu travailler, entre guillemets, avec d'autres colons, on ne peut pas dire que le développement chez nous a été accéléré. Justement, j'allais en venir, d'où ma question. Pourquoi, au bout de 10 ans, 20 ans, voire 50 ans, il n'y a pas de changement, mais malheureusement, les chefs d'État africains continuent, ou du moins acceptent de continuer sur un chemin sans issue? En réalité, certains chefs d'État africains, selon mon point de vue, certains chefs d'État africains de nos jours veulent beaucoup plus protéger leurs intérêts ou protéger leur siège présidentiel au détriment pratiquement de leur peuple. Et c'est pourquoi la sortie récente lors du discours du président Traoré du Burkina Faso au sommet de Saint-Pétersbourg, Russia-Afrique, est extrêmement important quand il dit « La nouvelle génération ne pense plus de cette manière ». Il dit « La nouvelle génération me charge de vous dire que ». En d'autres termes, on a comme l'impression qu'il y a une génération qui se contentait que de faire plaisir aux colons. Oui. Mais il y a une nouvelle génération aujourd'hui là qui n'accepte plus cela. Et on va fonctionner avec la nouvelle génération. Aujourd'hui là, vous vous rappelez Linda, quand vous étiez plus jeune, vous regardiez des journalistes de TV5 et bien d'autres chaînes, excusez-moi de les citer, avec beaucoup d'envie peut-être. Mais aujourd'hui, vous les tutoyez. D'admiration. Oui, avec d'admiration et tout le reste. Aujourd'hui, là, vous êtes tutoyé puisque vous avez une capacité d'investiguer, une certaine expérience, un certain savoir-faire qui fait que sur beaucoup d'aspects, il y a plein de sujets et plein d'émissions que vous pouvez mener beaucoup mieux que ces personnes-là. Et ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 20 ou 25 ans. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'Africains qui voient les choses autrement et qui ne peuvent plus accepter être piétinés. Vous voyez ça partout, même quand vous êtes dans un métro, que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs, des jeunes qui prennent leurs responsabilités, qui disent qu'ils ne peuvent plus accepter d'être écrasés. Et nous sommes en train de voir le fruit de cela. C'est toujours l'occasion de vous saluer, vous féliciter, toute l'équipe, les Bachis et bien d'autres personnes, les Barakani et tout, qui ont travaillé sur ce combat depuis de nombreuses années. Et je suis convaincu que il y a des fruits qui sont en train d'être portés. Vous avez vu, par exemple, l'affluence qu'il y a en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de chefs d'État qui ont été conviés. Et, comme vous dites, et l'Afrique, pourquoi l'Afrique met en relief dans la thématique? Parce qu'en fait, tout le monde le sait. 2030, 2040, plus d'une personne sur deux sera un nom africain. Deuxièmement, la population africaine est celle qui est la plus jeune du monde. Vous savez, en Chine, j'y étais, ça fait quelques semaines,
La population est décroissante, elle est vieillissante. C'est pourquoi il y a cela, je crois, environ 2 semaines. L'Inde est passée devant la Chine en ce qui concerne la population de par le monde entier. Je crois 1,3 milliard de personnes. Ça fait que les différentes populations sont vieillissantes. La population qui est dynamique, qui est jeune, c'est la population africaine. Donc on ne peut pas organiser quelque chose de sérieux de par le monde entier sans tenir compte du continent africain. À côté de cela, en ce qui concerne les ressources, vous savez, le colon a tout fait de pouvoir nous exploiter, de nous avilir, mais une bonne partie de nos ressources naturelles n'est pas encore exploitée. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'une des guerres les plus importantes du futur sera la guerre de l'eau. Et la guerre de l'eau, l'une des plus grandes nappes d'eau importante de par le monde entier est sous le Sahara. Parce que dans le passé, le Sahara était un océan. Vous savez, de plus en plus en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, l'eau qu'on boit est polluée. Et quand vous voyez la stratégie qu'ils mettent en place pour transporter du pétrole par les pipelines pour s'approvisionner, transporter le gaz par les gazoducs pour s'approvisionner, dans un avenir proche, il faudrait transporter de l'eau pour s'approvisionner. Et dans un contexte comme celui-ci, on peut dire que l'Afrique, c'est un continent aux potentialités énormes. Donc, c'est pourquoi la thématique choisie par les experts qui travaillent dans les ateliers de briques est vraiment importante. Donc, accélérer le développement sur un aspect inclusif tout en tenant compte des potentialités du continent africain. Je pense qu'il y a quelque chose de très très important car les réserves, si vous remarquez, après la crise économique liée au Covid, les réserves, la taux de croissance de la Chine est en baisse, aux États-Unis un peu partout est en baisse, mais les réserves de taux de croissance les plus importantes du monde se trouvent sur le continent africain car nous avons encore tout à faire sur notre continent. Alors, puisque nous parlons de cette thématique, pensez-vous effectivement que l'Afrique a véritablement les chances d'atteindre ses objectifs? Nous avons toutes les chances. Et en réalité, comme on le dit parfois, une chance ne se présente pas plusieurs fois. Et c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir saisir cette occasion. Tout le monde a pu remarquer. Dans les années passées, on s'est rendu compte à plusieurs reprises. On se disait que beaucoup de biens de consommation importants venaient de l'Europe. Alors que je prends le cas d'espèces du blé, on s'est rendu compte qu'en fait, le blé, beaucoup d'Européens ne jouaient que les intermédiaires qui achetaient le blé à la Fédération de Russie ou à l'Ukraine pour le vendre sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle ils se plaignent aujourd'hui. Quand l'Ukraine ne veut pas mettre le blé sur le marché, ils sont les premiers à se plaindre parce qu'ils ont besoin de ce blé. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont besoin de cela alors qu'eux, ils se targuaient de pouvoir vendre cela sur le continent africain. Aujourd'hui, ces gars se targuaient de pouvoir avoir une agriculture extrêmement prospère, mais on s'est rendu compte que le premier pays producteur d'engrais dans le monde entier, c'est la Fédération de Russie. Donc, eux, ils achetaient les engrais là-bas qui nous vendaient à des prix d'or. L'exemple que je prends dans ce domaine est valable pour beaucoup de domaines. Je n'ai pas besoin de revenir sur le gaz, où la Russie, avec le Gazprom, est le premier pays exportateur de gaz de par le monde entier. Là, l'exemple, on peut multiplier le plus grand moteur de véhicules de par le monde entier, notamment en ce qui concerne les véhicules utilitaires qui sont importants en industrie, dans les camions. C'est un moteur russe, c'est le moteur Kamaz, les véhicules Kamaz. Alors qu'on nous a caché ça tout le temps. Quand vous regardez le landerneau politique, économique sur le continent africain aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, que la plupart des camions utilisés par un industriel comme Dangote, ce sont les camions chinois, Sinotruc, Dongfeng, etc., etc. Alors que pendant des années, on nous a fait croire que tout ce qui était mieux ne pouvait venir que de l'Europe ou de la France. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-ci, on se dit, nous sommes à un rendez-vous, nous sommes à un carrefour, et c'est le carrefour de l'Afrique, c'est l'occasion pour l'Afrique de s'en sortir. Et je suis convaincu que si les jeunes travaillent comme ils sont en train de le faire, si nous avons des jeunes leaders qui soutiennent l'Afrique, notamment comme au Mali, notamment comme au Niger, au Burkina, etc., ou même en RCA, nous ne sommes pas très loin du bout du tunnel. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec tous ces gros projets, une soixantaine de chefs d'État ont été invités à ce sommet, et puis également des pays occidentaux qui ont émis l'idée effectivement de faire partie du bloc, est-ce que vous pensez que la Banque des BRICS à elle seule pourra soutenir, venir à bout, atteindre les objectifs côté financement? Je suis convaincu. Pourquoi est-ce que je suis convaincu, Linda? Premièrement, pour les Occidentaux qui voulaient être, ils ne sont pas conviés. Parce que quand ils font les réunions du G7, est-ce qu'ils convient d'autres personnes? Ils ne convient pas d'autres personnes, notamment pas les Africains. Moi, je pense pour ma part que le président Macron qui a émis la volonté de pouvoir être invité, je pense que c'était beaucoup plus pour espionner, pour faire un rapport à ses maîtres, notamment les maîtres américains. Mais maintenant, au-delà de tout, remarquez que jusqu'à il y a de cela 5 ans, l'argent qui a permis à une institution comme le Fonds monétaire international de dominer les économies africaines, de nous martyriser, d'envoyer nos enfants, nos parents au quartier par le chômage, de privatiser nos entreprises. Le capital du FMI à cela 5 ans, c'était autour de 28 milliards de dollars.
Avec 28 milliards de dollars, ils font tout le chantage à tout un continent, et même au-delà du continent, à l'Amérique latine, à l'Asie, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, avec la New Development Bank a un capital de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 4 fois ce que le FMI avait il y a cela à peine quelques temps. Et ce n'est que le début. Là, nous sommes au niveau du capital initial qui a été mis par les États qui s'en sont membres. Or, il y a beaucoup de pays qui ont demandé être membres. Il y a le Qatar qui demande être membre, il y a l'Émirat arabe uni. Et quand vous êtes membre, vous mettez aussi du capital, ce qui va produire de la richesse. Donc moi, je crois pour ma part que oui, ils peuvent répondre à la demande. Et ça, n'oublions pas que au sein des BRICS, il y a de très très grandes puissances qui n'ont pratiquement rien mis. 100 milliards de dollars, c'est pratiquement rien. Hein. Ce n'est que 20 milliards fois 5. La Chine a des milliers de dollars en réserve. Ne sait quoi faire avec. Tout de même comme l'Inde, tout de même comme la Fédération de Russie, etc., 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 tout donc comme le Brésil. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent, mais jusqu'à présent, les 100 milliards qui sont là, ce n'est que pour le début. Et je suis convaincu qu'avec le temps, vous savez, ça fonctionne sur le principe de société anonyme. Au fur et à mesure que le temps avance, quand on n'a plus de projet, on demande à augmenter le capital. Donc, je suis convaincu que ça pourra répondre aux besoins. Alors, pour sortir de cette question sur l'adhésion, il y a eu effectivement quelques réserves, notamment de l'Inde dans un premier temps, par la suite du Brésil, Lula da Silva, qui était un peu hésitant sur l'ouverture totale à l'entrée d'autres pays, justement, dans le bloc BRICS. Pourquoi, selon vous, est-ce à tort ou à raison? De quoi redoute-t-il? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de difficultés inhérentes au BRICS. D'abord, entre l'Inde et la Chine. L'Inde est en conflit avec la Chine depuis un certain nombre d'années, ce qui fait que jusqu'à présent, ils ne sont pas toujours entendus sur le tracé de leurs frontières, notamment au niveau du Tibet. Il y a bien d'autres aspects. Maintenant, au-delà quand même, il faut noter que quand on fait une ouverture quand on a une organisation soudée et qu'on fait une ouverture vers d'autres pays ou d'autres membres éventuels, il y a ce qu'on appelle les termes de référencement. En d'autres termes, il y a des critères de conversion qui devaient inciter d'autres personnes à remplir ces critères-là. Ça, c'est dingue. Mais, au-delà de tout, il y a un élément idéologique important au sein des BRICS. C'est le non-alignement. En d'autres termes, les nations qui sont membres du BRICS ne s'alignent pas sur une puissance contre un membre du BRICS. C'est pourquoi vous avez pu remarquer que l'ensemble des pays membres du BRICS n'ont pratiquement pas condamné la Fédération de Russie dans la situation conflictuelle avec l'Ukraine. Oui. Ça, c'est un point très très important. Et beaucoup y tiennent. Vous avez vu comme Lula, quand il a repris le pouvoir, il n'a jamais condamné la Fédération de Russie malgré la pression américaine. Donc, vous dites quoi? Donc, pour dire que dans un contexte comme celui-ci, il y a un certain nombre de critères que les nations devraient remplir. Et l'idéologie est très importante. Au-delà de l'argent, il y a l'idéologie qui est très importante. Et l'idéologie à la base, c'est que vous ne devez pas être aligné sur un certain nombre de puissances au détriment des membres du BRICS. Merci beaucoup à vous, docteur Damaris Ngoudou. Justement, la rédaction centrale de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie s'est donc penchée sur cette question bien avant le début même de ce sommet, 15e édition du JAR. Je vous propose donc à l'instant de prendre cet élément et juste derrière, nous allons poursuivre notre programme. L'influence sans cesse grandissante et l'important poids économique des BRICS ont poussé de nombreux pays à déposer des demandes d'adhésion au groupe. Selon les dernières informations, une quarantaine de pays souhaiteraient rejoindre les BRICS. La Chine, la Russie et l'Afrique du Sud sont tous favorables à une expansion du groupe, mais pas le Brésil. Lula da Silva est contre l'idée de voir le groupe de pays émergents s'élargir. Sa raison vaut quand même une chandelle. Il serait soucieux de la cohésion du groupe et souhaiterait donc conserver son influence dans cette coalition. Selon les analystes avertis, une expansion pourrait transformer le bloc en quelque chose d'autre. La position du Brésil se base alors sur la cohésion du groupe et justement la préservation des places dans un groupe de pays importants. Certains experts estiment toutefois que, comme l'Inde, le Brésil pourrait revoir prochainement sa position. Le pays pourrait alors soutenir une expansion progressive du groupe à condition que les 5 membres permanents conservent des rôles prééminents. Des pays comme l'Indonésie, l'Iran ou encore l'Arabie saoudite figurent parmi les prétendants à une adhésion de la coalition des pays émergents. Le Venezuela vient également d'introduire officiellement une demande pour rejoindre les BRICS.
Au même moment, l'Afrique du Sud prévoit un changement tectonique dans l'ordre après le sommet des BRICS. Les BRICS, justement, qui prévoient de lancer leur monnaie, pourraient voir leur influence s'accroître avec l'adhésion de ces pays. Dans un communiqué, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine soutient les progrès dans l'élargissement de l'adhésion et invite davantage de partenaires partageant les mêmes idées à rejoindre la famille BRICS au plus tôt. La Russie aussi a déclaré que l'expansion sera l'un des principaux sujets abordés lors du prochain sommet de la coalition. Quant à l'Afrique du Sud, elle a organisé en juin dernier une réunion avec les pays désireux de rejoindre le groupe. Longtemps restée donc opposée à une expansion, l'Inde semble également avoir atténué sa résistance. Avec plus de 40% de la population mondiale et près de 26% de l'économie mondiale, les BRICS s'affirment alors de plus en plus comme une puissance émergente au point même de concurrencer les grands groupes tels que le G7. Est-ce que vous corroborez justement ces mots de la fin, cette grande puissance qui vient en force et qui talonne, on va le dire de très près, les groupes jadis forts, jadis autonomes, jadis seuls dans le monde économique? Moi, je corrobore totalement, Linda, je corrobore totalement, justement, dans l'élément, il est question de la préoccupation du Brésil. Il faut une certaine cohésion. Oui. Il faut une certaine cohésion, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde qui compte plus de 200 pays. Pour le moment, nous avons 5 pays qui sont membres, qui constituent un bloc important, qui a un PIB, parce que le PIB du BRICS aujourd'hui dépasse celui du reste du G7 de très très loin. Et si les dispositions ne sont pas prises, il risquerait d'avoir une certaine dilution ou dissolution des idées, parce que le président l'a bien dit, il faut partager la même idée. Si votre idée c'est autre chose et que vous êtes dans un même cercle, on risquerait d'assister beaucoup plus à un frein de 4 fers. C'est pourquoi je ne mets pas de côté l'idée du président Lula de dire que c'est très important que les membres fondateurs déjà puissent avoir des leviers qui les permettent de toujours maintenir le cap. Mais il y a des puissances qui ont quand même fait de leurs preuves, notamment l'Iran, surtout l'Iran, parce que vous avez vu, l'Iran a pu démontrer jusqu'à aujourd'hui, démontre aujourd'hui que c'est une puissance qui peut soutenir. Nous avons vu le soutien de l'Iran par rapport à la crise syrienne, qui a dû perdre un homme là, l'un des plus grands stratèges du Moyen-Orient, le meilleur même, le général Qassem Soleimani, qui était général des Passes d'Aran, les gardiens de la Révolution. Mais au-delà, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Iran est le seul pays du monde qui soutient officiellement la Fédération de Russie dans son état conflictuel avec l'Ukraine, en envoyant en Russie les drones Shahed, les drones Shahed 2 qui font les preuves aujourd'hui et qui ont même transféré en Russie, parce que les Russes envisagent de produire jusqu'à 20 000 unités, mais avec une technologie iranienne, c'est-à-dire les Iraniens soutiennent les Russes de manière ouverte. Et quand on voit, vous savez, on dit qu'on reconnaît une vraie amitié quand quelqu'un est en difficulté. Ce n'est pas quand tout est au rose qu'on reconnaît les vraies amitiés. Et l'Iran a su être à côté de ses alliés dans des situations difficiles. Et surtout, n'oublions pas, à côté des BRICS, il y a un autre État, il y a une autre organisation qui est parallèle, qui est l'Organisation de sécurité de Shanghai. Oui. Donc, où se trouve la Russie, l'Inde, la Chine, etc. Mais surtout l'Iran. Parce que depuis l'année dernière, déjà, l'Iran est membre de la sécurité de Shanghai. En d'autres termes, moi je pense, et si vous êtes membre de la sécurité de Shanghai, les critères sont plus ou moins similaires à ceux du BRICS. Donc moi je pense pas que des pays comme l'Iran et peut-être d'autres qui ont fait leurs preuves devraient pouvoir être membres des BRICS. C'est important de s'élargir. Quand on s'élargit, on a une certaine force. Mais même s'il faut s'élargir, il faudrait bien qu'il puisse avoir une certaine cohésion et qu'on puisse partager les mêmes idées. Et surtout avoir de très bons garde-fous. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette montée en puissance? Parce que ça s'est fait, on va le dire, l'avènement ou encore le succès des BRICS s'est fait ces dernières années seulement pour un bloc qui existe depuis plus de 10 ans. Comment comprendre cela? Ben, en fait, disons que pour ma part, je pense que les Américains ont joué un rôle important dans l'expansion des BRICS, dans la montée en puissance des BRICS. C'est par les sanctions. Les Américains prennent des sanctions énormissimes, par exemple, contre une entreprise française, puisque l'entreprise française a travaillé avec l'Iran. Le rapport dans l'entreprise française a travaillé l'Iran, pourquoi? Parce que les Américains ont sanctionné l'Iran. En d'autres termes, les Américains font de leur loi l'extraterritorialité de leur loi. En d'autres termes, les lois qui s'appliquent aux États-Unis, ils veulent imposer ça à d'autres pays de par le monde entier. Ça veut dire que puisque la France ou n'importe quel pays a payé l'Iran, a acheté le pétrole à l'Iran en utilisant le dollar, les Américains les sanctionnent.
Ça incite d'autres États à commencer à se regarder. Je n'ai pas besoin de revenir sur la crise ukrainienne, où les gens, les puissances occidentales se sont dit de confisquer les avoirs de la Fédération de Russie, de la Banque centrale, à hauteur de 300 milliards de dollars. Les gens se sont dit, mais ces gens ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que si j'ai mes avoirs en dollars dans les banques à l'étranger, si j'ai un problème avec Linda, tout le monde va commencer à confisquer mon argent, alors que mon argent n'a aucun rapport dans la situation. Les gens commencent à réfléchir par deux fois. Ça, c'est dingue. Mais à côté de cela, c'est que le système SWIFT, qui est la messagerie financière internationale, a été utilisé comme une arme. C'est-à-dire, les Américains et les Occidentaux se sont dit, puisqu'ils sont en difficulté avec les Russes en Ukraine, qui est une question militaire, ils ont commencé à utiliser le dollar et le SWIFT comme une arme militaire. Cela a incité des pays comme la Chine à mettre en place le CIPS et les Russes aussi à mettre en place un système de messagerie comme les Iraniens, comme les Indiens, pour pouvoir se protéger de cela. Et tout cela, il y a des puissances qui regardent cela, notamment des puissances en Asie, notamment des puissances en Afrique, notamment d'autres puissances même en Europe, qui se disent que mais si les Américains utilisent ça aujourd'hui là, contre quelqu'un, alors que ni la monnaie, ni le SWIFT ne peuvent être utilisés comme, ne sont censés être utilisés comme une arme, puisque c'est de l'économie. Ça veut dire que demain, comme on dit chez nous au Cameroun, ce qui a été arrivé au cacao pourra aussi arriver au café. Donc s'ils ont fait ça à ces gens hier, ils pourront aussi nous faire ça aujourd'hui. Et quand on est dans un contexte comme cela, on essaie de prendre des mesures pour se protéger. Car ces gars eux-mêmes, quand je dis que les Américains et les Occidentaux eux-mêmes ont participé à donner la force aux BRICS, parce que leurs agissements arbitraires, en violant toutes les conventions internationales contre un certain nombre de pays, ont incité les gens à ne plus leur faire confiance. Je ne reviens pas sur les avoirs de la Banque centrale d'Afghanistan, qui avait été de plusieurs milliards de dollars, qui a été totalement confisqués par les Américains, juste comme ça. Ils ont confisqué ça comme ça. Et du jour au lendemain, les gens vont se dire, mais si nous continuons d'utiliser le dollar, si nous continuons d'utiliser le système de messagerie SWIFT qui existe, du jour au lendemain, on peut vous priver de vos avoirs parce que pour un oui, pour un non, que vous n'avez pas pu vous entendre avec les Américains. Je vais dire, ce type de comportement, à mon avis, ont participé à cet essor des BRICS et surtout maintenant le potentiel. Le potentiel, c'est que quand vous prenez la Chine et l'Inde, c'est environ presque 3 milliards d'habitants. Et c'est un marché qui est extrêmement important. Si vous prenez l'ensemble des marchés de BRICS, c'est plus de 60% de la population mondiale. Donc c'est un marché qui est plus important que le marché européen, car l'ensemble des nations du G8 ne compte que 700 millions d'habitants. Donc même pas un tiers des autres nations du BRICS. Quand vous faites des calculs macroéconomiques, vous dites que j'ai plus intérêt à commercer avec ces gens-ci qui me respectent un peu que d'être avec ces gens, ces autres avec qui je suis depuis de nombreuses décennies, mais qui continuent à nous martyriser. Et pour aller justement dans le même sillage, ou du moins pour y rester, il y a donc quelques jours seulement où il y a eu les premières obligations justement en termes des émissions du yuan sud-africain, à quelques jours tout simplement du sommet, du 15e sommet des BRICS. Pourquoi l'Afrique du Sud? Peut-être parce que l'Afrique du Sud a sa monnaie, pourquoi pas c'est vrai, vous allez me dire, pourquoi pas peut-être le franc nigérien ou encore la monnaie guinéenne du côté de la République de Guinée-Conakry? Très bien. En fait, votre question est très pertinente et elle est importante. Ça passe un peu inaperçu. En fait, les BRICS veulent créer leur monnaie. Oui. Mais avant de créer leur monnaie, les BRICS ont déjà mis entre eux un mécanisme qui leur permet de commercer sans utiliser le dollar. C'est-à-dire que les Russes vendent leur pétrole aux Chinois, mais acceptent les yuan. Les Chinois exportent d'autres produits en Russie, acceptent les roubles et vice-versa. La roupie, je crois que les Russes ont signé, et ça fait 4 jours environ, sont en train de finaliser le contrat. L'Inde est en train de vouloir acheter 9 millions de tonnes de blé russe et ils vont payer cela en roupie, la monnaie indienne. Je veux dire que l'Afrique du Sud émet le rang parce qu'en réalité, l'ensemble des États des BRICS, il faut bien comprendre ça, il y a deux volets, deux objectifs. Le premier objectif, c'est de créer une monnaie de BRICS. Mais avant d'atteindre ces objectifs, les États de BRICS commencent déjà à échanger entre eux avec les devises nationales. Ce que les puissances occidentales n'acceptent pas. En d'autres termes, les Russes sont dans la logique où, si vous avez les francs CFA et que les Russes vous vendent que je voulais donner les francs CFA, ils sont dans la logique d'accepter les francs CFA. La Chine est dans cette logique-là aussi. Ça veut dire, acceptons les monnaies nationales. Alors que les Américains, si vous voulez donner les francs CFA ou si vous voulez donner, c'est pas comme ils disent que ceci n'est pas une monnaie. Ils n'acceptent que leur monnaie, soit le dollar, soit l'euro, etc., etc. Donc, dans un contexte comme celui-là, c'est important de pouvoir développer les mécanismes où on peut accepter les devises nationales. C'est ce qui se fait jusqu'à présent. C'est pourquoi le contrat qui a été signé, que ce soit entre l'Iran
pour 400 000 dollars avec les Russes pour l'achat du pétrole, ou même entre la Fédération et la Russie, c'est avec les devises qui sont nationales. Donc c'est très logique que les autorités sud-africaines émettent des obligations avec le rand. Et au fur et à mesure, il y aura de l'engouement. Parce que si vous avez pu remarquer, graduellement, le taux d'échange ou de réserve du dollar de par le monde entier dans le commerce international est en baisse. Et au fur et à mesure que c'est en baisse, l'espace laissé est en train d'être occupé par les nations, par les monnaies des nations qui sont membres des BRICS. Donc je vais dire, c'est une logique qui est acceptable. Si vous avez des rangs aujourd'hui, si vous allez en Russie, ça passe parce que la Fédération de Russie l'accepte, etc., etc. Vous faites bien de bien éclaircir, parce qu'en termes techniques, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas ce à quoi ça renvoyait. Donc aujourd'hui, chers Africains, vous qui nous suivez, vous pouvez aller faire des achats du côté effectivement de l'Afrique du Sud, payer en rand, et réceptionner du côté de la Russie et vice-versa. Très bien. Si vous avez les rangs en Afrique du Sud, vous allez en Russie, ça passe. Ça passe. Vous allez en Chine, ça passe. Vous pouvez faire vos achats naturellement. Exact. C'est vrai qu'en réalité... C'est pas le cas en Europe. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Parce qu'il faut avoir là-bas l'euro. Il faut changer l'euro, exact. Et justement, le coût de change... Très bien. Vous faites très bien de souligner cet aspect, Linda. Parce qu'en réalité, pourquoi les Américains? Parce qu'en fait, quand vous allez... Les Américains ne vous donnent pas les dollars, ils vous vendent les dollars. Ils vous vendent du papier imprimé. Et encore qu'il y a le dollar canadien, le dollar américain, australien et tout le reste. Et le reste. Exact. Oui. En fait, ils vous vendent le dollar. Et quand quelqu'un vous vend, vous faites un profit. Non seulement ils vous vendent le papier, donc vous donnez l'argent, vous prenez du papier vide, parce que votre argent est soutenu par de l'or et d'autres matières, pendant que la sienne est soutenue par rien. Donc c'est du papier format qu'ils vous vendent. Mais au-delà de ça, c'est que même quand ils vous vendent un papier format, vous donnez votre argent. Il dit que vous allez encore me payer une commission parce que je t'ai donné le papier format vierge. Oui. Et ça, on comprend. Donc, il y a d'abord le fait que vous donnez le fruit de votre travail gratuit à l'échange de leur papier, mais vous les payez encore d'accepter le fruit de votre travail. Donc, il y a une commission. Un peu comme nous avons le franc CFA, nous allons à Dakar, le franc CFA d'Afrique centrale, mais vous êtes contraint de changer pour avoir le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous faites ce changement, vous payez une commission dont est bénéficiaire la Banque de France. Donc, c'est le contexte est à peu près similaire. Alors, est-ce qu'on peut parler d'arnaque? Plusieurs années d'arnaque du dollar, ce qui nous amène à la dédollarisation aujourd'hui. Mais c'est de l'arnaque pure et simple, Linda. C'est de l'arnaque. Ça veut dire que vous, là, comme vous êtes bien avec vos bijoux, je viens avec un papier où j'ai écrit dessus dollar. Je vous donne le papier, je prends votre bijou. Votre bijou a de la valeur, mais pas mon papier. C'est exactement cela. C'est une forme d'arnaque. Juste que j'ai imposé à tout le monde que le jour où Linda vient avec ce papier pour acheter, je ne sais pas quoi, des plantains, vous devez accepter. Si tu n'acceptes pas, moi, je te mets une balle dans la tête. C'est juste cela, en fait, le mécanisme. C'est un mécanisme d'arnaque et d'intimidation, pratiquement. C'est pourquoi les Américains, ils ont dit aux Saoudiens, vous acceptez les dollars pour le pétrole. En échange de cela, nous allons vous fournir l'armement pour vous maintenir au pouvoir et nous allons protéger votre pouvoir. C'est pourquoi en Arabie Saoudite, il y a des bases américaines. C'est pour protéger le pouvoir monarchique des Saouds qui sont en Arabie Saoudite. D'accord. Alors, nous allons rester dans le même sillage, je le disais encore. Panafrican Media, c'est vraiment pour une Afrique souveraine et unie. Et donc, nous suivons minute by minute toute forme d'actualité, qu'elle soit économique, politique, culturelle, sociale également. Et donc, parlons des BRICS, puisque le sommet s'achève le 24 août prochain, c'est-à-dire jeudi. Mais bien avant, il y a une certaine, ce qu'on appelle anticipation à la rédaction centrale de Panafrican Media, et il y a une séquence qui s'est véritablement arrêtée sur le cas de la monnaie. Face à la suprématie du dollar, les BRICS souhaitent une alternative, et ils le font savoir haut et fort ces derniers mois. Déterminés dans leur mission contre-hégémonique à bousculer l'architecture monétaire mondiale basée sur les ruines des accords de Bretton Woods, les BRICS mettent déjà en œuvre des systèmes de règlement à l'international en monnaie nationale ou locale et promettent alors pour très bientôt leur monnaie commune. La dédollarisation a commencé. Renchérissait justement un mois auparavant le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Un discours qui est loin d'être nouveau, mais qui se renforce avec le projet de création d'une monnaie commune. Le bloc des 100 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, représente alors plus de 40% de la population mondiale, soit près d'un quart du PIB mondial et 18% des échanges à travers la planète.
De quoi donc leur donner des ambitions monétaires qui vont dans le sens de leur défense d'un monde multipolaire qui ne serait plus uniquement dominé par la puissance américaine. L'idée donc de créer une nouvelle monnaie commune sera parmi les principaux dossiers étudiés lors du sommet des BRICS, prévu du 22 au 24 août 2023 en Afrique du Sud. Les BRICS cherchent à travers cette initiative vertueuse et inclusive qui réhabilite la compensation à étendre leurs liens commerciaux et leurs investissements à l'Afrique qui possède les plus importantes réserves de ressources naturelles dans le monde. Une monnaie donc binaire pour accélérer l'industrialisation par substitution des importations, c'est aussi cela l'espoir du développement encrié. Les États africains peuvent mettre en œuvre des stratégies pour tirer profit de cette opportunité offerte par les BRICS, d'accepter donc à l'international des règlements en monnaie locale, une stratégie à l'initiative du secteur privé, une stratégie à l'initiative de l'État dans le cadre d'une architecture parallèle à créer. Voilà donc qui est dit les BRICS 2023, 15e édition du genre. Jusqu'au vendredi, nous allons justement faire l'After BRICS dans le cadre bien sûr de Parlons BRICS du Pan-African Média pour une Afrique souveraine et unie. Un slogan qui rentre aussi, on va le dire, dans la logique de cette Afrique finalement unie et qui s'illustre avec justement les soutiens sécuritaires et alimentaires de certains pays de la sous-région. Justement, et quand vous parlez, ça me fait nous rappeler un peu l'actualité au Niger. Oui. On a pu remarquer ces dernières semaines le soutien affiché et affirmé du Mali, du Burkina, entre autres, pour le Niger. Et nous avons pu remarquer, il y a de cela 1 ou 2 jours, le grand convoi quittant pratiquement... Alimentaire, officiellement alimentaire, quittant le Burkina pour le Niger de 300 camions, ça ne coupe pas les rues. Oui. N'oublions pas que le Niger est dans une situation où elle fait face à des sanctions cyniques et sataniques du système de la CEDEAO contre le peuple nigérien. Pourquoi est-ce que je dis cynique? Puisque quand vous gérez d'abord le Niger, un des pays les plus pauvres du monde, quand vous gérez le peu d'avoir... L'un des pays présentés, voilà. Présenté et même pillé. Oui, dans un contexte comme celui-là, quand le peu de ressources qu'ils ont sur le plan financier, vous les bloquez, ça veut vous empêcher qu'ils payent fonctionnaires. C'est-à-dire qu'une fille, une enfant qui sort de l'hôpital, qui sort de l'école, qui accepte de prendre soin d'aller soigner des personnes à Agadez, ne peut pas recevoir son salaire parce que vous faites des sanctions contre le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle a à y voir? Quand un jeune qui sort de l'école, il va enseigner ou il va soigner des personnes à Tamaracet, ne peut pas recevoir son salaire parce qu'il y a eu un coup d'État ou parce que la nation fait sujet à des sanctions. Ça, c'est cynique. Pourquoi? Parce que ce jeune doit prendre soin de sa famille. Il n'a rien à voir avec le coup d'État. Si vous êtes trop fâché, arrangez-vous à faire ce que vous faites. Mais moi, je pense pour ma part que ces sanctions sont cyniques. Mais dans un contexte comme celui-là, on a vu comment le Burkina s'est déployé, on a vu comment le Mali s'est déployé pour démontrer aux yeux du monde un caractère souverain et uni du continent africain ou du moins de certains États face à la barbarie d'un certain nombre de puissances. Car dans un contexte comme celui-là, je ne sais pas comment les États peuvent tolérer au lendemain du coup d'État que la France retire tous ses ressortissants. Mais laisse ces soldats, très bien. 1500 soldats, aux encablures des différentes mines d'uranium. Exact. Donc, vraiment, elle retire d'abord ses citoyens, elle retire tous ces gars, elle laisse les soldats. Elle retire les Occidentaux et surtout, elle laisse les Ouest-Africains là-bas. Et c'est en ce moment-là que les puissances ouest-africaines, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, mettent tous les hommes en branle pour aller massacrer non seulement la population nigérienne, mais aussi les Sénégalais ou les Nigérians qui travaillent. N'oublions pas que dans un contexte comme celui-ci, du fait de la guerre de Boko Haram, il y a plus de 200 000 réfugiés nigérians qui ont traversé la frontière et qui vivent au Niger. Mais quand les autorités nigérianes veulent aller faire la guerre au Niger, ils se disent que ces 200 000 Nigériens vont aller où? Ils s'en foutent. Ils ne défendent que les intérêts des Occidentaux. Mais comme vous avez dit dans la quintessence de l'introduction de cette dernière partie, le Burkina, le Mali et d'autres pays ont démontré un front uni et souverain face à cette réalité-ci. Et nous le souhaitons également pour les BRICS, parce qu'il faut le dire, c'est Afrique BRICS ou alors BRICS Afrique. C'est très important le fait d'avoir mentionné ce continent, dirais-je, le plus beau, le plus magnifique, le plus vieux du monde. Merci à vous, docteur Davaris Ngoudjou, d'avoir été des nôtres pour cette première sortie, je vais le dire, de ce projet
Parlons BRICS. Je suis très heureux, je suis très honoré. C'est à moi de vous remercier et de vous encourager. Vraiment, vous faites un travail qui est énorme. Il y a de cela beaucoup d'années, vous l'avez fait. Mais aujourd'hui, on est en train de voir les résultats. Même des mouvements en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, même en Afrique du Sud. C'est le résultat du travail que vous avez commencé tous à faire. Il y a de cela un peu plus de 10 ans. Et je suis convaincu que peut-être dans les années à venir, nous ne serons plus tous là. Mais l'Afrique vous sera toujours reconnaissante pour le travail de conscientisation et de pédagogie que vous faites en général et Pan-African Media en particulier. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Nous prenons rendez-vous donc demain, même heure, même endroit, et ce, jusqu'à la fin de cette 15e édition des BRICS qui se tient du côté de Johannesburg. C'est en Afrique du Sud. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.